Jacques Decour a 20 ans et a déjà publié à Paris un premier roman, Le Sage et le Caporal, quand il arrive en automne 1930 à Magdebourg. Sur son séjour, il a écrit une chronique vive et pleine d'humour, petit chef-d'œuvre littéraire, témoin de sa stupéfiante précocité. Philisterborg, c'est Magdebourg, la ville de la pédanterie et de l'obscurantisme des Philistins. Mélangeant les descriptions et les jugements, des cours, décrit des rencontres, les défilés avec des chants militaires, les scènes de la vie quotidienne, la situation politique allemande. Une image de la province allemande 2 ans avant l'accession d'Hitler au pouvoir, et dont il n'était pas la responsabilité française. Citation. Le traité de Versailles n'est pas un traité, mais une punition, écrit-il. Il critique vivement la politique française de ces années. Pour cette raison, mais aussi parce que ce texte inclassable ne respectait pas les genres littéraires établis, ce livre provoqua un petit scandale au moment de sa parution en 1932. Si ce livre avait été publié alors en Allemagne, il aurait été certainement brûlé à cause de sa critique lucide du nazisme. Citation. Le nationalisme avec ses airs de tranche-montagne est odieux. Il ne sert à rien. Il ne sauvera pas l'Allemagne. Cette conviction ne le quittera plus. Elle déterminera sa vie et sa mort. Ce lycée, dans le 9e arrondissement, non loin de Montmartre, porte depuis 1944 le nom de Jacques Decour. De 1937 à 1942, Decour était professeur d'allemand dans ce prestigieux établissement. Il avait passé l'agrégation d'allemand en 1932, âgé de seulement 22 ans. Decour n'était pas seulement un germaniste de talent qui, à côté de travaux sur la littérature française, avait traduit des livres allemands et écrit des articles sur les sujets allemands, littéraires, philosophiques, politiques. Mais il était aussi un professeur très populaire qui avait le don d'éveiller l'intérêt de ses élèves pour la langue et la culture germanique, pour Dürer, Beethoven, Lessing, Schiller et Goethe, pour Heinrich Heine, qui était son préféré. L'occupation allemande, loin de le décourager, semble au contraire avoir renforcé ses efforts pour montrer à ses élèves la vraie Allemagne derrière la façade hideuse du nazisme. Cette plaque à côté du portail d'entrée est dédiée à Daniel Decour de Manche, dit Jacques Decour. Il était le fils unique d'une famille bourgeoise, originaire du département de la Manche. Ses parents ont longtemps désapprouvé sa décision d'arrêter les études de droit au profit des études de l'allemand. Comme on peut le lire, Jacques Decour était communiste. Il était entré dans le parti en 1936 pendant le Front populaire. Mais il était idéologiquement peu orthodoxe. Ce qui le motivait, c'était la lutte contre la misère sociale, non seulement matérielle, mais aussi culturelle. En tant qu'intellectuel, il se sentait responsable de cet aspect, de la culture pour tous. À Tours, il animait une maison de la culture. Plus tard, à Paris, il enseignait dans une université ouvrière, où il donnait, le soir, des cours de philosophie et d'allemand à des ouvriers et des employés. En 1938, il devenait le rédacteur en chef de Commune, journal culturel de la gauche. Ce buste de Decour se dresse dans la galerie du lycée. Citation. « Rien n'est plus ridicule et pitoyable comme tout prendre au tragique », écrivait-il dans Philisterbourg à propos des Allemands, en ajoutant toutefois, citation, « Mais je trouve odieux ceux qui prennent tout à la légère, comme la caricature du français. » Il continue, « Concilier les deux attitudes, le sourire de Heine et la gravité de Goethe, ce serait peut-être atteindre la note juste. » Fin de citation. C'était sa conclusion. Il me semble que les traits de son visage, mais aussi son œuvre, expriment la réalisation de cet idéal.
Un sourire se dessinait souvent sur ses lèvres, expression de l'ironie et de bienveillance. Mais son regard était éveillé et parfois grave. Légèreté et sérieux caractérisent aussi son œuvre. Son sujet sont les choses essentielles. La liberté, la justice, la vie consciente, ces thèmes chers à l'humanisme de Goethe. Il les traite souvent avec ironie et humour, mais quand les circonstances l'exigent, aussi avec colère et outrance, exactement comme le faisait Heinrich Heine. Après l'armistice du 22 juillet 40, la France était divisée en gros en deux zones. Au sud, la zone dite libre, administrée par le gouvernement de Vichy. Au nord, une zone occupée par l'armée allemande. Elle avait à sa tête le Militärbefehlshaber in Frankreich, commandant militaire en France, qui résidait à Paris. Depuis octobre 40, ce poste était occupé par le général Otto von Stülpnagel, issu d'une vieille famille d'officiers prussiens. À ce moment, Stülpnagel avait déjà 63 ans. Aviateur hautement décoré de la Première Guerre, il avait pris sa retraite en 1932. Réactivé comme chef de l'Académie de l'air du Reich, il avait participé activement à l'effort allemand de réarmement. Un de ses collaborateurs à Paris le décrit ainsi, citation, « Dépourvu d'humour, raide, ressemblant un peu à un soldat en plan. Mais il a, de façon presque extrême, le sens de la correction et de la responsabilité devant l'histoire. Il est très conservateur, mais n'est pas un partisan d'Hitler. Il tient à son indépendance, énergique non seulement avec ses subordonnés, mais aussi envers ses chefs. » Lui qui avait commencé avec l'intention, citation, d'être reconnu devant l'histoire et aussi dans l'opinion française, comme un curateur juste et chevaleresque du peuple qui m'a été confié, fin de citation, se heurtait rapidement aux velléités du parti nazi et à l'intention politique de Berlin d'asservir et d'exploiter la France. Paris, la plus belle ville du monde, était une étape convoitée, non seulement pour les soldats, mais aussi pour les vassaux d'Hitler. Göring, Goebbels, Ribbentrop, Rosenberg, tous voulaient avoir une part du gâteau parisien et sapaient volontiers la compétence de Stülpnagel, qui, pourtant, sur le papier, était exclusive. Stülpnagel critiquait, dans une note à son chef von Brauchitsch, le vol des œuvres d'art par Göring en ces termes, citation. Tout ceci est contraire à ce que je ressens intérieurement, à mon sentiment de justice et à l'attitude que, à mon avis, un vainqueur doit avoir dans un pays occupé. Fin de citation. En vain, Göring était trop puissant. Stülpnagel entrait aussi en conflit avec les ST et la Gestapo, mais à la fin, il devait se rendre à l'évidence que ses intentions nobles du début de son commandement n'étaient qu'une illusion, qu'il n'y avait nulle part de place pour une attitude chevaleresque dans l'empire d'Hitler, et qu'il n'y avait pas de place honorable pour la France, à part celle d'un État vassal. Pour cette raison, il décidait vers la mi-41 de démissionner. Il en fit part au maréchal von Witzleben, qui avait déjà en 1938, pendant la crise des Sudètes, conspiré pour renverser Hitler, et qui sera plus tard un des conspirateurs de l'attentat du 20 juillet 1944. « Attendez, lui conseillait le maréchal, peut-être que nous réussirons à renverser Hitler. » De plus, sa démission risquerait d'entraîner l'établissement d'une administration civile qui signifierait de facto une prise de pouvoir des SS et de la Gestapo. Stülpnagel suivit ce conseil, comme d'autres, pour éviter le pire. Il devait le regretter amèrement. « 14 juin 1940. Les troupes allemandes entrent à Paris. Les rares Parisiens restés dans la capitale les regardent dans la détresse et la consternation, mais très peu entrent en résistance, contrairement à Jacques de Cour. Après
avoir été démobilisé, il reprend à la rentrée 40 son travail de professeur. Alors que la direction du Parti communiste clandestin se tient en retrait à cause du pacte germano-soviétique du 23 août 1939, considérant l'Angleterre capitaliste comme principal adversaire de la France, Jacques de Cour se désolidarise de cette ligne. Comme Daniel de Courdemanche, il enseigne l'allemand. Comme Jacques de Cour, il est un des protagonistes de la résistance intellectuelle, au point que Vercors dira même plus tard, citation, « Jacques de Cour a été l'initiateur de pratiquement toute la résistance intellectuelle. » De Cour sillonne Paris en métro et en vélo, allant d'une rencontre conspirative à l'autre, d'un dépôt de tracts à l'intention des soldats allemands à l'autre. Avec des amis, notamment Georges Politzer et Jacques Salomon, il fonde en octobre 40 une revue clandestine, Université libre. D'autres publications suivront. Il écrit sous des pseudonymes divers, mais la forme et le contenu font reconnaître l'auteur. Il y a la connaissance profonde de l'Allemagne et du régime nazi avec son idéologie mortifère. Il y a son style ironique dans lequel il exprime son mépris pour ses adversaires. Les circonstances font que l'écrivain engagé devient un polémiste enragé, un critique implacable des tentatives nazies d'asservir la France, aussi sur le plan intellectuel. L'hôtel de Sagan, aujourd'hui l'ambassade de la Pologne, se trouve proche du Champ de Mars. Ce palais historique hébergeait de 1940 à 1944 l'Institut allemand, qui fut le théâtre de la tentative de personnages nazis, souvent francophiles, avec le soutien de complices opportunistes français et allemands, de rendre des intellectuels français, écrivains et artistes, favorables à ce que les nazis prétendaient être la culture allemande. Cette tentative de corruption intellectuelle rencontrait la résistance déterminée et avertie du germaniste de Cour. Quand une délégation d'écrivains français se rendait, à l'invitation de Goebbels, en octobre 1941 à Weimar, il leur rappelle une phrase lancée par Fichte lors de l'occupation de Berlin par Napoléon. Citation. « Nous sommes vaincus, mais il dépend de nous de ne pas perdre notre honneur. Ne leur donnons pas l'occasion de nous mépriser. » Fin de citation. Et plus loin, citation. Goebbels à Weimar, c'est Méphisto Perron dans le rôle de Faust. Hélas, le pied fourchu paraît et la farce est déjouée. Fin de citation. On remarque l'allusion au pied beau de Goebbels, caractéristique du style pamphlétaire du connaisseur des faits allemands qui était de Cour. De Cour était particulièrement indigné par la tentative de justifier la collaboration intellectuelle par la référence à l'humaniste Goethe, de qui De Cour avait écrit dans un article publié en 1932, citation, « Quoi de plus contraire à tout son être que les préjugés de la race ?» Fin de citation. Il répond à cette tentative de récupération par un article intitulé « L'Allemagne de Goethe condamne l'Allemagne d'Hitler ». Son indignation est d'autant plus grande qu'il travaillait alors à la traduction des pièces dramatiques de Goethe. À l'intention de son éditeur Jean Paulhan, il écrira dans sa dernière lettre, citation, « Toutes mes amitiés à l'ami pour qui j'ai traduit Goethe sans le trahir. Trahi comme il a été par cette collaboration intellectuelle. » Après l'attaque allemande de la Russie en juin 1941, les attentats contre les troupes d'occupation se multipliaient, commis souvent par les auteurs proches du Parti communiste, avec l'intention de susciter, par la riposte des Allemands, l'indignation de la population française, jusque-là assez passive. Comme les Allemands n'arrivaient que rarement à arrêter les auteurs, ils prenaient les otages, parmi les communistes et les juifs, selon une formule standard. C'était un cycle d'attentats et de répression qui trouvait son paroxysme dans l'exécution de 99 otages fin octobre 1941, parmi eux Guy Môquet. Des affiches rouges encadrées de noir, à droite la vie française, à gauche la Bekanntmachung allemande,
annonçait à la population la sentence et son exécution. Elles étaient signées par von Stülpnagel, général d'infanterie. Decour, scandalisé, fustige ces exécutions de masse, y voit l'œuvre de barbares. Citation. Mais les nazis ne sont pas les barbares des anciens temps, ce sont des barbares dégénérés. Leur cruauté n'est pas un état de développement insuffisant, mais un produit de décomposition. Ce n'est pas inconsciemment, mais consciemment qu'ils détruisent les œuvres et les hommes qui incarnent la civilisation. Fin de citation. Plus loin, il désigne Stülpnagel comme général des barbares. Au moment où Decour écrivait ces lignes, il y en dirait que la question des otages opposait Hitler à travers le maréchal Keitel, d'une part, et Otto von Stülpnagel de l'autre. Hitler considérait insuffisant le nombre d'otages à fusiller fixé par Stülpnagel. Il exigeait déjà début septembre 1941 de fusiller 100 Français en cas de mort d'un seul Allemand. Stülpnagel répondait que cela serait une erreur politique, il ne ferait qu'aggraver le ressentiment anti-allemand de la population. Mais son opposition avait surtout des raisons humanitaires, même si, dans sa correspondance avec Berlin, il était obligé d'employer des arguments pratiques. Mais dans une note en date du 15 janvier 1942, il laissait tomber ses précautions. Citation. Des exécutions de masse sont contraires à ma conscience et je ne peux en assumer la responsabilité devant l'histoire. Fin de citation. La réponse de Keitel ne tardait pas. Il ordonnait à Stülpnagel de ne pas s'occuper de politique, d'assurer l'ordre, de n'être que soldat. Ainsi reprimandé, Stülpnagel demandait être relevé de ses fonctions, ce qui fut fait. Quelques jours après, le 23 février 1942, l'écrivain Ernst Jünger était convoqué par le général démissionnaire. Il décrit la rencontre dans son journal parisien. Citation. Visiblement, ces choses lui ont porté sur les nerfs et l'ont profondément ébranlé. D'après Jünger, il ne fait pas de doute que les considérations humanitaires et non tactiques ont prévalu, contrairement à ce que soutiennent certains historiens. Citation. Face à la grande supériorité de ses adversaires, la seule ligne de repli possible lui semblait être le point de vue tactique. C'est pourquoi il s'efforçait par-dessus tout de souligner qu'en prenant des mesures de répression collective, on rendait le plus grand service au mouvement de la résistance en France. Fin de citation. Et plus loin, citation. C'est ainsi qu'on est venu à la solution paradoxale qui consiste à passer sous silence la majeure partie des attentats dans les rapports au grand quartier général. Le 20 février 1942, Karl-Heinrich von Stülpnagel, un cousin éloigné, a été nommé comme successeur. Plus tard, celui-ci tentait de rallier la garnison allemande de Paris à l'attentat du 20 juillet 1944 et il sera pendu. Nous sommes le 17 février 1942. Dans les jours précédents, la police française a démantelé un réseau de la résistance. Une vague d'arrestations suit. On en avertit Decour, mais il refuse de fuir. Vers 22h30, il se rend au 170 rue de Grenelle pour mettre en garde Georges Politzer et son épouse Maï, avec lesquels Decour, qui était divorcé, entretenait une relation amoureuse, la voulant même épouser. Plus tard, on passera cela sous silence. Pourquoi ? Decour était un homme, un idéaliste, mais pas un saint ni un ascète. J'aime la nature, les voyages, les sports. J'aime la bonne humeur, la gaieté, j'aime la vie, avait-il un jour écrit. La police l'arrête au 3e étage devant l'appartement de Politzer et l'amène au dépôt de la police au quai des Orfèvres. Le lendemain, on fait ses photos anthropométriques. La fixité du regard, les cernes accentuées, sont des marques de l'épreuve de la nuit. Mais il semble calme, bravant le pire. N'avait-il pas écrit
de façon prémonitoire, juste avant de commencer sa double vie de résistant, à propos de la renaissance espérée de sa patrie. Citation. Cette renaissance, il ne me sera peut-être pas donné d'en goûter la joie. Il sera interrogé, peut-être maltraité, mais comme le note le dossier de la police, il ne coopère pas. Il ne peut recevoir des visites, mais seulement des colis et échanger des lettres. Le 20 mars, il est remis aux autorités allemandes et incarcéré à la prison de la Santé, ensemble avec Politzer et d'autres résistants. Il n'y a pas de trace d'un procès. Dans les derniers jours du mois de mai 1942, il est conduit au fort de Romainville, qui constituait alors pour les Allemands une sorte de réservoir d'otages. Le 23 mai 1942, 3 marins allemands sont blessés lors d'un attentat au Havre. Comme représailles, les autorités allemandes ordonnent l'exécution par les armes de 5 communistes et juifs, dont Jacques Decour. Ils meurent le 30 mai à 9h17 sous les balles du peloton d'exécution au Mont Valérien. Dans les heures avant sa mort, Decour écrit dans la lettre d'adieu à ses parents, citation, « Je me considère un peu comme une feuille qui tombe de l'arbre pour faire du terreau. La qualité du terreau dépendra de celle des feuilles. Je veux parler de la jeunesse française en qui je mets tout mon espoir. » Mais il met son espoir non seulement dans la jeunesse française, citation, « Si vous avez l'occasion, faites dire à mes élèves de première, par mon remplaçant, que j'ai bien pensé à la dernière scène d'Egmont. » Fin de citation. Dans cette scène du drame de Goethe, le comte Egmont, avant d'être exécuté, s'adresse à ses compatriotes, citation, « Pour sauver ce qui vous est cher, tombez avec joie, comme je vous en donne l'exemple. » Quelle noblesse! Allant vers une exécution par les Allemands, barbare selon sa conviction, Decour demande à ses élèves de se laisser guider par un manifeste contre la tyrannie écrit par un Allemand. Jusqu'au dernier et difficile moment de sa vie, la personne de Jacques Decour se dresse comme un exemple de courage, mais aussi de humanité, à suivre non seulement par la jeunesse de son pays, mais aussi par celle de l'Europe entière. Otto von Stülpnagel fut extradé en décembre 1946 vers la France et incarcéré dans la prison militaire du Cherche-Midi à Paris. Le tribunal militaire de Paris lui notifia une accusation, notamment pour l'exécution des otages. Dans la nuit du 6 février 1948, juste avant l'ouverture de son procès, on le trouva pendu dans sa cellule. Citation. Pour un général allemand qui doit se présenter devant un tribunal militaire français, mon état de santé est trop mauvais, avait écrit l'homme de 70 ans après une première tentative de suicide. En 1948 avait eu lieu le procès de 2 généraux subordonnés, les commandants militaires de Bordeaux et de Dijon. En juillet 1949, ils furent acquittés, notamment du chef de l'exécution des otages, comme l'aurait été probablement Otto von Stülpnagel. Pendant sa détention, Stülpnagel fut interrogé par un général instructeur à 23 reprises, la dernière fois le jour avant sa mort. Les protocoles de ces interrogatoires, ainsi qu'un mémorandum que Stülpnagel avait écrit pour sa défense, sont conservés dans les archives de la justice militaire française, jusqu'alors inaccessibles pour des personnes extérieures. En février 2015, l'auteur de ce récit obtenait comme premier l'autorisation de les consulter. Ces documents revêtent un intérêt historique à 2 égards. D'une part, ils comblent une lacune. Pour porter un jugement équitable sur l'action d'Otto von Stülpnagel, notamment dans l'affaire des otages, il manquait jusqu'alors une prise de position du concerné lui-même. De manière générale, cette absence est un handicap pour toute étude biographique, mais qui pèse encore davantage dans le contexte historique en question. Sous un régime totalitaire comme le régime nazi, dont l'appareil de surveillance et de répression était efficace jusqu'au dernier jour, les documents officiels ne permettent pas de connaître l'opinion véritable de leurs auteurs, surtout quand il s'agissait d'opposants. Ceux-ci
était contraint d'emprunter la seule voie réaliste de résistance, celle sous couvert d'une loyauté de façade, comme celle qu'affichait aussi Jacques de Cour quand il enseignait. La méconnaissance de cette contrainte, et plus généralement des conditions de vie sous une dictature où, selon la formule de Václav Havel, chacun est à la fois victime et soutien du régime, sont à l'origine de jugements sur le comportement de personnes que Joachim Fest qualifiait de forfanterie moralisatrice. D'autant plus qu'ils émanent, comme l'observait à juste titre Patrick Modiano, citation, d'une génération qui n'a jamais été confrontée à des expériences dures. Il faut avoir cela à l'esprit quand on confronte l'action et les écrits de Stülpnagel durant son commandement avec l'image qu'il donne de lui-même dans les interrogatoires, à savoir d'avoir été comme prisonnier d'un régime dont il n'a découvert la façade sombre que peu à peu et dont il a essayé de limiter les excès. Ces documents révèlent aussi, et ceci constitue leur deuxième apport historique, des faits qui étaient jusque-là inconnus. Il y a d'abord l'entretien de mi-41, déjà mentionné, entre Otto von Stülpnagel et le maréchal von Witzleben, où Stülpnagel est mis au courant des projets de renverser le régime, des projets que Stülpnagel a, sinon soutenus, apparemment approuvés. Cette attitude de fronde contre la hiérarchie a dû coûter très cher à cet officier de la vieille école qui, de surcroît, comme tous les soldats allemands, avait dû prêter serment à la personne d'Hitler. Stülpnagel revient aussi, dans le mémorandum, sur son remplacement par Karl-Heinrich von Stülpnagel. Citation. « On n'a jamais rendu publique ma démission, apparemment pour des raisons politiques. On a choisi comme successeur de la fonction du commandant militaire un de mes cousins, de manière à ce que le nom du commandant restait identique. » Fin de citation. L'identité de nom n'était donc pas due à un hasard, comme le supposaient jusqu'à présent les historiens, mais était apparemment voulu pour des raisons politiques. Berlin voulait tout éviter qui pourrait être interprété comme un changement de la politique d'occupation et, partant, comme un signe de faiblesse. Mais on voulait aussi cacher l'insubordination de Stülpnagel, le scandale qu'un officier prussien ultra-conservateur s'était opposé au dictateur pour des raisons de conscience. Et ceci à un moment où Hitler était au zénith de sa puissance et l'effondrement du Troisième Reich hypothétique. On a souvent reproché aux conspirateurs du 20 juillet 1944 d'avoir trop tardé à agir, d'avoir en quelque sorte quitté le navire seulement quand il coulait déjà. Ce reproche, d'ailleurs infondé au regard des faits, ne peut de toute façon être adressé à Stülpnagel. Retiré à Berlin, il restait sous une stricte surveillance policière, écrit-il dans le mémorandum. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi il n'avait pas pris une part active dans la conspiration contre le régime.